Après avoir vu le champ d'application de l'impôt sur le revenu professionnel, dans lequel on a vu qu'il y a 4 régimes, notamment le régime net réel, on va maintenant s'attaquer aux bénéfices imposables selon ce régime net réel. Alors, l'application du régime net réel, ce régime net réel, je rappelle, c'est le régime de comptabilité que vous connaissez, de comptabilité générale, qui se base sur cette comptabilité générale, il va s'appliquer obligatoirement d'abord aux sociétés de personnes. Celles-là, lorsqu'ils sont soumises à l'IR, ils n'ont pas le choix, ils doivent faire le régime net réel. Il va aussi s'appliquer aux personnes physiques, aux entreprises individuelles, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque le chiffre d'affaires dépasse 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 500 000 dirhams pour les prestations de services et les professions libérales. Le régime net réel va aussi s'appliquer aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à ces seuils de 2 millions et 500 000 dirhams, si ces entreprises n'ont pas opté pour les régimes net simplifié ou le régime forfaitaire. Je rappelle que le code de commerce prévoit la comptabilité pour tout le monde et que le code général des impôts est plus réaliste, il adapte le système à la réalité et il prévoit la comptabilité pour les personnes dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil que j'ai présenté, mais il donne l'option aux personnes dont le revenu est inférieur à ces seuils, dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce seuil, pour opter à des régimes inférieurs. Mais si je n'opte pas pour le régime net simplifié ou pour le régime forfaitaire, c'est le RNR qui doit s'appliquer, c'est le régime du droit commun. La détermination du RNR, du résultat selon le RNR, c'est comme ce qu'on avait vu au niveau de l'IS. On a le résultat comptable, duquel on déduit les produits non imposables, auquel on réintègre les charges non déductibles, et on a un résultat fiscal. Pour le régime net réel, on parle de résultat fiscal, comme au niveau de l'IS, bien sûr, on déduit les déficits, comme au niveau de l'IS, dans la limite des 4 dernières années non prescrites et sans limite pour les amortissements différés. Donc, c'est la même chose, on va gagner beaucoup de temps puisqu'on va appliquer les mêmes règles. Les produits imposables, donc c'est la même chose que l'IS, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Les charges déductibles, c'est aussi la même chose que l'IS, sauf quelques particularités que je vais vous présenter de manière très simplifiée. Alors, les charges du personnel, première particularité. Alors, la rémunération de l'exploitant individuel, c'est un emploi du bénéfice non déductible. Donc, le salaire de l'exploitant n'est pas déductible parce que l'exploitant doit survivre de son bénéfice et non pas de son salaire. Les rémunérations des principaux dirigeants des sociétés de personnes n'est pas déductible parce que les sociétés de personnes sont assimilées à une personne. Rappelons-le, ces sociétés ont une responsabilité illimitée, ou bien les associés ont une responsabilité illimitée comme des personnes physiques, comme des exploitants, et à ce titre, le salaire de ces dirigeants principaux n'est pas déductible. La rémunération des associés non dirigeants peut être déductible si ces associés non dirigeants font un travail, ou bien réalisent un travail salarial. Les charges financières, on revient au principe général, les intérêts engagés dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles. Les intérêts rémunérant le compte courant de l'associé principal ne sont pas déductibles parce qu'on a dit que l'associé principal est assimilé à la personne physique dont la responsabilité est illimitée et donc c'est comme un entrepreneur individuel dont les intérêts ne sont pas déductibles s'il fait un versement en compte d'exploitant. Et c'est la même chose, on peut dire que c'est la même chose si l'associé principal ou bien si l'entrepreneur se donne un loyer à lui-même, loue un local à son entreprise, ou bien si un associé principal loue un local à la société dans laquelle il est associé principal. Tous les revenus qui reviendraient directement à l'associé principal origine la société ne sont pas déductibles. Exemple, on va voir un exemple de calcul des intérêts déductibles sur compte courant associé. Alors, je suppose une société en nom collectif dont le capital et les comptes courants se présentent de la manière suivante. On a 2 associés, M. A et M. B. Leur part dans le capital est de 600-400, ça donne un capital de 1 million de dirhams. Et le compte courant associé est de 500 000 pour M. A, 700 000 pour M. B, soit un total de 1 million 200. Je suppose aussi
et là j'applique les règles qu'on avait déjà vues au niveau de l'impôt sur les sociétés, que le capital est entièrement libéré, et je suppose que le taux admis en déduction c'est 3%. Je donne une donnée, le compte courant a été rémunéré à 15%. Alors comment calculer les intérêts déductibles? La rémunération de l'associé principal n'est pas déductible parce qu'il est associé principal. On l'assimile à un exploitant. Et donc, il faut réintégrer toute la rémunération versée à l'associé principal. Je réintègre donc les 500 000 fois le taux pratiqué, c'est 15%, soit 75 000. Pour l'associé B, on a deux problèmes. Un, son compte courant dépasse son capital. Vous remarquez que 700 dépasse les 400 000. Deux, il a été rémunéré à un taux supérieur au taux admis. Et à ce titre, on doit faire deux réintégrations. On doit opérer deux réintégrations. La réintégration pour le dépassement du capital, il est de l'ordre de 300 000 puisque on a un compte courant de 700 alors que le capital n'est que de 400. Et donc, je réintègre les 300 000 fois 15%. Deuxième réintégration, c'est le dépassement du taux. Sur les 400 qui restent, je ne déduis que 3%, et donc je dois réintégrer les 12%, soit 15 moins 3%. Ça donne 48 000. Le total de réintégration, donc, c'est les 75 000 dirhams pour M. A, les 45 000 dirhams pour dépassement du capital et les 48 000 dirhams pour dépassement du taux. La cotisation minimale, là encore, il y a une petite particularité de l'IR. On va dire que globalement, base imposable et taux, c'est la même chose que l'IS, sauf qu'on a un taux supplémentaire pour l'impôt sur le revenu. C'est le taux de 6% appliqué aux professions libérales, avocats et corps similaires, architectes et corps similaires, médecins et corps similaires. Le minimum, c'est 1500, contrairement à l'IS qui est de 3000. Et le délai de versement, c'est au niveau de l'IR, c'est en versement spontané avant le 1er février, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. Exemple de calcul de la cotisation minimale. Je suppose le résultat fiscal de 300 000 dirhams et des produits d'exploitation, chiffre d'affaires de sucre. Je suppose un grossiste qui fait le sucre, l'huile, farine, beurre, autres produits et des produits financiers. Comment je calcule la cotisation minimale? La règle, elle est la même que l'IS. J'ai une base de calcul de la cotisation minimale, sauf ici j'ai deux bases dans cet exemple, soumises à des taux différents. La première base, c'est la base soumise au taux de 0,25%, c'est la partie dont les prix sont réglementés ou censés être réglementés. Le sucre, l'huile, la farine et le beurre. Ces éléments, je les taxe à 25%. La cotisation de ces éléments du chiffre d'affaires, c'est 17 500 donc. Les autres produits d'exploitation et les produits financiers, ils vont subir le taux normal de cotisation minimale qui est de 0,5%. Donc 600 000 plus 100 000 fois 0,5%, ça donne 30 500. Le total de la cotisation minimale est donc 17 500 plus 30 500, ça donne 48 000. Or, l'impôt calculé est de 89 500. Comparé à la cotisation, on voit que l'IR calculé dépasse la cotisation et donc l'impôt dû c'est 89 600. Voilà pour les revenus professionnels selon le RNR. On a bénéficié des règles qu'on avait vues au niveau de l'IS. Maintenant, on va voir dans la vidéo suivante l'IR calculé selon les régimes optionnels.